Bonjour et bienvenue sur Technapala Techapapa. Alors cette vidéo est la suite de ma vidéo précédente sur le unboxing de la Bambu Lab X1 Carbone. Cette machine qui est fantastique, voilà, je vais tout de suite arriver à ma conclusion. Je n'ai jamais été aussi heureux d'avoir dépensé autant d'argent pour un achat. Cette machine est fantastique, elle permet d'imprimer beaucoup de matériaux différents et sans problème. Alors je n'ai pas été payé pour dire ça, mais franchement je suis tout à fait d'accord avec la plupart des tests qu'on voit. Il y a des points négatifs, on va pas se mentir, il y a 2-3 petites choses qui sont un petit peu ennuyantes, mais globalement cette machine pour moi répond vraiment au cahier des charges et à la réponse est-ce que c'est une machine qui permet d'imprimer des filaments plus complexes, d'imprimer de la multicouleur et d'imprimer très très vite et tout ça très facilement, quasi de manière plug and play? La réponse est un grand oui. Mais je vous propose de découvrir tout ça dans la vidéo. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Vous m'aidez, vous aidez la chaîne et vous aidez plus de monde à pouvoir être touché par mon contenu. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors voilà, nous allons pouvoir commencer la mise en route de la machine. Pour commencer, je vais installer l'écran. Alors rien de bien compliqué, comme vous pouvez le voir, juste un écran à clipser ici et après à fixer comme ça. Ensuite, on va assembler l'AMS. Alors donc l'AMS est ici. Je vais faire un petit peu de place et vous montrer l'assemblage de cette AMS. Donc voilà, l'AMS est posée dessus et il va falloir attacher le tube PTFE. Celui-là est glissé là-dedans, celui-là fonctionne, donc voilà. Juste à glisser les choses comme ça dedans. Et ensuite, il y a deux câbles à prendre. Ce sont ces deux câbles là, un câble 4 pins et un câble 6 pins. Le cadre 4 pins, il part de là et il vient ici. Le câble 6 pins qui part d'ici et qui arrive ici. Donc a priori là, rien de plus compliqué que ça. Ensuite, on doit retirer une vis ici. Ça, j'imagine que c'est un support pour quand on n'utilise pas l'AMS justement. Ici avec l'AMS, les filaments partiront de l'AMS pour venir ici dedans et repartir par là. Maintenant que ceci est réglé comme ça, on peut ouvrir l'AMS. Et donc voilà, à l'intérieur de l'AMS, on a deux petites places pour mettre les sachets de dessicant. Et ici on a un tube PTFE supplémentaire. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel filament, mais l'avantage avec la bobine de Bambu Lab, c'est qu'il y a une puce RFID à l'intérieur du support de bobine qui permet en fait à l'imprimante de savoir exactement quel est le filament et de quelle couleur. Alors ici, voilà, ils mettent un filament orange. Alors j'ai pas encore mis la bobine, je vais l'installer après. Je l'ai juste posé comme ça. Je dois regarder un petit peu quel est le mécanisme d'alimentation. Mais comme elle est là, a priori, elle est prête à être utilisée. Alors, je viens de l'allumer pour la première fois et donc on peut voir le menu. Alors je vais la mettre en français. Maintenant, je vais me connecter à mon Wi-Fi. Donc voilà, j'ai tapé le mot de passe Wi-Fi. On la laisse se connecter au Wi-Fi. Pour le moment, je n'accélère pas la vidéo, comme ça vous pouvez découvrir avec moi la vitesse de connexion. Suivant. Alors, voilà, je dois connecter l'imprimante à l'application. Pas de bol, je filme avec mon téléphone, donc je vais couper et revenir une fois que j'aurai fait ça. Alors me voilà de retour.
J'ai pu connecter via l'application qui est disponible sur iOS et sur Android, qui s'appelle Bamboo Handy, mon imprimante en scannant simplement le code QR. J'ai dû créer un compte également. Voilà, je vais être d'accord. Je n'ai pas envie de rejoindre leur programme et donner des trucs. Et maintenant, l'imprimante doit être calibrée. Bon, alors moi j'ai un petit souci, c'est que je n'ai pas su la monter avant pour retirer les cales en plastique. Mais il y a quelque chose que j'ai pas dû faire comme il fallait. Bon, on va voir si ça marche. Ah, voilà. Super. Alors donc maintenant, il est occupé sur l'étalonnage. Ça fait des bruits un peu particuliers, mais et elle tremble dans tous les sens, mais a priori c'est normal. Alors, petite information utile, j'ai eu quelques soucis là que vous ne voyez pas à l'écran, où il me disait qu'il avait un échec de la calibration. C'était dû au fait que le panneau magnétique n'était pas bien, enfin que le plateau magnétique n'était pas bien intégré sur le plateau. Alors, je ne sais pas si vous entendez à quel point elle fait un boucan. Et en fait, elle fait des vibrations et alors, je ne vais pas là maintenant pouvoir vous faire un petit peu un inventaire de tout ce qu'elle est occupée de faire, mais en gros, elle est occupée par un ensemble de mécanismes de vibration, d'ultrasons, de laser à faire la calibration. C'est encore quelque chose qu'on n'a pas l'habitude sur les imprimantes plutôt de type grand public telles que la Cobra Max ou autre. Alors voilà, maintenant l'étalonnage est terminé. Mon installation est censée être terminée. Alors déjà j'ai une mise à jour, donc on va faire la mise à jour. Donc pour la mise à jour c'est extrêmement simple, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça apparaît tout de suite. Et on appuie sur OK et il va mettre à jour les deux modules, l'AMS et l'imprimante. Alors voilà, ça a été mis à jour, regardons de plus près cet écran. Nous avons donc ici une touche pour arriver à cet écran principal, le panneau de contrôle. A priori, la première mise en route est un peu laborieuse, enfin laborieuse dans le sens, ça a l'air d'être très guidé, pour le moment je n'ai pas eu de soucis, mais dans le sens qu'il fait beaucoup de choses. Alors voilà, cette touche permet de descendre par pas de 10, monter par pas de 10, ici. Si j'imagine que c'est pour faire descendre du filament ou en faire remonter. On a voilà pas mal de paramètres, la température, donc il y a une buse de température à l'intérieur, c'est pas mal. Il fait 18 degrés à l'intérieur pour le moment. Bon, alors il fait 12 degrés dans mon garage, hein. C'est pas c'est pas super, mais la porte est ouverte ici aussi et puis elle a pas encore chauffé. Ben voilà, on peut monter par pas de 10 ou par pas de 1. Alors des informations sur l'AMS, donc maintenant on peut peut-être essayer de regarder justement, choisir un slot de l'AMS et cliquer sur charger. Et voilà, je vais vous montrer, il charge le filament. Voilà, il fait son petit cinéma et là, regardez sur l'écran, il a détecté tout seul, grâce au fait qu'il y a une puce RFID dans la bobine, il a détecté tout seul qu'il s'agissait de PLA orange. Hop, qu'il s'agissait de PLA orange. Voilà, hein, c'est pas mal. Alors évidemment, si on le fait, d'ailleurs je vais le faire avec une bobine d'une marque tiers. Hein, voilà, ici du 3D Cordo couleur rouge. Il n'y a pas la puce RFID, alors il ne va pas la reconnaître. Mais voyons voir ce qu'il me dit. Ça fait un petit peu de bruit, mais si on ferme la boîte, hop, ça en fait moins. Alors vous voyez déjà, ça se comporte moins bien avec une bobine carton. J'avais lu des choses à ce sujet-là, hein, des gens qui mettaient des petits trucs, voilà. Mais on va voir si ça marche. Alors à l'écran, il sait pas ce que c'est. Donc, on peut
venir personnaliser. Voilà. C'est du PLA. Bon, dommage qu'on ne peut pas ici. Voilà, on ne peut pas mettre le nom, mais ça va être du générique. Voilà. Alors, ce menu filament sec, qu'est-ce que c'est? Retirer tout ce qui se trouve sous ou au-dessus du foyer pour éviter toute collision. Alors en gros, l'intérieur de la machine peut servir de système de déshydratation de votre bobine de filament. C'est voilà, c'est intéressant. La seule chose, c'est qu'ici, ça c'est un bug, ça doit être un bug dans leur interface, mais c'est pas correct. La quatrième étape, eh ben, ça n'a pas l'air de... Voilà, on peut choisir la température à laquelle on veut, le temps, mais je voudrais pouvoir lire la suite là. Et il n'y a pas moyen. Bon. Étalonner, ça on l'avait déjà fait une fois. Et dans les options d'impression, qu'est-ce qu'il propose? Activer la surveillance de l'impression par l'intelligence artificielle. Ça permet notamment qu'il puisse détecter qu'il y a des spaghettis et que votre impression a merdé pour l'arrêter. Permettre la détection de la plaque de position, inspection de la première couche. Donc ça c'est une des fonctionnalités de l'imprimante aussi, c'est que il va imprimer a priori votre première couche, il va la détecter avec la caméra intégrée à la hot end et il va pouvoir déterminer si la première couche est belle ou pas. S'il la trouve belle, il continue l'impression. S'il la trouve pas belle, il vous demande est-ce que vous voulez continuer l'impression ou est-ce que vous voulez qu'on recommence. Ici on a toute une série de fichiers déjà prévus dedans. Alors on va en imprimer un pour essayer. Et alors ce bouton ici, c'est ce qui est lié à mon compte. Il n'y a pas de carte SD, j'ai pas regardé, j'ai pas vu où je devais mettre la carte SD. Bon, je vais pas m'occuper de ça pour le moment, mais je regarderai. Je peux choisir, savoir si je veux faire... Ah, impossible de filmer sans la carte SD et les paramètres liés à mon réseau. Et ici, on peut faire un autotest. Alors, on va peut-être commencer par ça. Ah, on va voir ici, il y a d'autres choses. Les messages de l'AMS, la tête d'outil, le micro lidar et un autotest de l'appareil. Je vais lancer l'autotest et on va voir ce que ça fait. Alors voilà, l'autotest est terminé. Il a fait plein de petits réglages et il ne m'a donné aucun défaut, ce qui est très bien. Alors entre-temps, j'ai trouvé où est-ce qu'il fallait mettre les cartes SD. Alors je n'ai trouvé qu'une carte SD de 8 Go chez moi, mais c'est tout simplement ici sur le côté. Oui, je suis aveugle. Là, la carte SD est vide. Nous allons formater la carte SD. Bon, on doit d'abord désactiver l'enregistrement vidéo, d'accord. Dans l'interface, il y a quelques petits problèmes de traduction. Donc voilà, mise en page. Je parlais des erreurs de traduction. On est encore face à une erreur de traduction. Pour le moment, vous voyez, le boîtier est à 21 degrés. Eh ben, je pense que là, j'avais mis, il me semble, une couleur générique et PLA confirmé. Voilà. Je ne sais pas si je n'avais pas confirmé tout à l'heure ou s'il y a eu un bug. Ceci c'est pour l'éclairage. Ben, je pense que là on a tout ce qu'il faut pour essayer. Alors essayons. Qu'est-ce qu'on va faire comme test? Ben, le bed scrapper, comme j'avais dit. On va commencer par celui-là. Il me propose de mettre dans l'AMS de gauche à droite en suivant la séquence. Donc voilà, on commence de gauche à droite. Utiliser l'AMS. On peut lui demander de faire à niveau le lit et d'étalonner le débit ou pas. On va lui demander de tout faire. Et simplement cliquer sur lancer l'impression. Et je recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, il y a toujours un bruit un peu bizarre, mais a priori, c'est normal. Je vais fermer la porte. Le petit bruit de clic qu'on entend est normal. Il vient taper un petit truc qui fait partie du mécanisme de la machine pour un petit peu éjecter les résidus de filament qu'il a. Donc a priori, c'est normal. Et donc voilà, maintenant il est parti pour l'impression.
Là, il est occupé de faire ses points de mesure. Alors, désolé si le bruit est désagréable, mais c'est fait exprès. Enfin, je laisse le bruit exprès pour vous faire entendre ce qu'il fait comme bruit. Alors ici, il fait une petite ligne de purge, du filament orange. Il en fait... Ah oui, ça, je me souviens avoir lu et vu ça. Ce qu'il est occupé de faire, c'est une espèce de un petit pattern d'étalonnage qu'il détectera après avec son lidar pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Alors, c'est le calibrage de l'extrusion. Et il permet de détecter alors si le flux est bon et c'est censé vous éviter tous les problèmes liés aux extrusions qu'on peut trouver dans les autres imprimantes. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, hein. Mais ici, je ne sais pas si on voit, il passe un petit laser. Et c'est avec le petit laser qu'il va faire ces petites détections. Et donc après, voilà, d'après l'écran, il a terminé son calibrage. Et il va commencer l'impression. Il refait une ligne de purge. Et voilà. Bon, alors, pour le moment, un début, peut-être un début de conclusion, pas vraiment, mais mes premières impressions à ce niveau-ci de la vidéo. J'ai pris un peu de temps parce qu'il fallait que je prenne le temps pour filmer, de prendre des angles de prise de vue, enfin voilà. Si je n'avais pas voulu filmer, j'aurais pris beaucoup moins de temps à mettre tout ça en œuvre. Donc ici, la prise en main est extrêmement rapide. Là, il a fait une première couche et il l'a analysée. Il vient de me proposer à l'écran de vérifier. Moi, a priori, à première vue, elle me paraît très bien, cette première couche. Vu que je n'ai pas dit que j'avais envie de le faire, eh ben, waouh, elle s'envole là. Je n'accélère pas la vidéo à ce niveau-ci. Hein. Voilà, je n'accélère rien. Elle est occupée d'imprimer comme ça, à cette vitesse. Alors ça vibre, ça fait du bruit, mais c'est super rapide. Honnêtement, je pense que pour le moment, j'ai jamais vu ça dans aucune imprimante. Hein. J'ai l'impression de regarder un time-lapse alors que c'est en temps réel. Bon, désolé pour mon enthousiasme, hein, je suis un petit peu comme un gamin face à son cadeau de Noël et c'est le cas. C'est mon cadeau de Noël, en tout cas le cadeau de Noël que je me suis fait. Mais waouh, là maintenant je suis bluffé. Alors peut-être qu'en essayant des choses un peu plus complexes, en essayant de mélanger les couleurs, en utilisant l'AMS, je vais me montrer beaucoup plus critique, peut-être. Mais là en tout cas, waouh. Je vais le laisser terminer, je vais accélérer la vidéo, je vous retrouve tout de suite après, une fois que l'impression est terminée. Alors voilà, l'impression est terminée, ça a duré 15 minutes, 3 grammes, et voilà. Voilà ce que j'ai obtenu en 15 minutes, et c'est utile tout de suite. Un premier test quand même assez concluant. Alors voilà pour la mise en route de l'appareil. Je pense que effectivement, c'est très concluant avec un fichier qui est prévu dans le système, un quart d'heure de mise en œuvre pour faire fonctionner la machine et ça donne un résultat mais nickel. Maintenant, ce que je vais faire dans la suite de cette vidéo, c'est que je vais un petit peu la tester
tester avec des fichiers un peu plus complexes, tester avec des fichiers à moi, personnalisés, tester le multicouleur et on verra bien ce qu'elle a dans le ventre. Alors voilà, bon maintenant pour premier test d'impression, je vais essayer d'imprimer du PLA, du PLA simple en une seule couleur, mais avec la bobine partant de l'AMS quand même. Alors vous voyez ici, on peut voir les bobines qui sont chargées dans l'AMS. La première bobine, c'est du Cordover, donc je vais mettre ici Cordover. La deuxième, elle a été détectée automatiquement par l'AMS puisqu'il y a une puce RFID dans la bobine parce que c'est une bobine de la marque Bamboo. Et alors les autres sont, ici c'est le Snapmaker Black et du Cordo brun. Donc voilà les 4 bobines qui sont pour le moment dans mon AMS. Donc pour rappel, l'AMS c'est ce module de gestion des différentes bobines pour pouvoir imprimer en multimatériaux ou en multicouleurs. Une fois que voilà, j'ai déterminé ma couleur, maintenant je vais tester une impression en une seule couleur de PLA. Je vois que je suis sur le plateau Bamboo Cool Plate pour du PLA. Ça, il adapte en fonction du type de matériau que vous avez sélectionné. Et je vais rajouter le modèle. Alors je suis occupé de faire un petit cargo pour mon fils et alors je lui imprime plein de petits conteneurs de couleurs différentes. Les autres ont été faits avec ma Cobra Max, donc je vais essayer ceci avec la Bamboo Lab. Donc vous voyez, c'est des petits conteneurs qu'on porte sur les bateaux. Comme j'avais commencé l'impression avec la Cobra Max, je sais que mon modèle est à une échelle de 150%, donc je viens ici augmenter l'échelle de mon modèle. Voilà. À 150%. Et je vais prendre, je vais pas mettre des paramètres particulièrement fins, comme ça me permettra de voir la qualité aussi avec des paramètres standards. Donc je vais prendre le paramètre standard, ici le 0,2 de chez Bamboo Lab. Alors, il va me falloir plus qu'un petit container, il m'en faut 10 en tout. Donc je vais multiplier, alors je regarde comment faire pour multiplier. C'est clone, voilà ici, donc un clic droit et clone, et j'en veux 9 copies. Alors automatiquement, il les positionne pas comme il faut, donc je vais tous les sélectionner avec CTRL A, tous sélectionner, et puis appuyer ici sur cette icône. Alors j'ai plusieurs possibilités ici, c'est pas mal, je peux choisir l'espacement entre les objets, éviter la région de la calibration de l'extrusion. Ça, vous voyez ici, en fait, la Bamboo Lab peut, ce n'est pas obligatoire, mais peut générer une espèce de petite impression sur laquelle il va repasser avec sa caméra et son lidar pour pouvoir adapter le flux d'extrusion. Ça évite, comme on a sur les autres imprimantes, de devoir mettre une petite ligne, calculer, enfin voilà. Donc ça fait partie des fonctionnalités intelligentes de l'imprimante qui est censée nous simplifier la vie. Alors on pourrait permettre plusieurs matériaux sur le même plateau. Je vais le laisser cocher, mais on s'en fiche. Et donc voilà, ici, il me positionne mes 10 petits blocs comme ça. Alors, moi je préfère les avoir au centre, donc je vais les remettre au centre. Vous voyez ici sur le plateau, il dit Glue Stick can help. Je ne vais pas mettre du glow stick, ça me permettra aussi de voir si une impression simple comme ça tient sans aide particulière. Je ne vais pas mettre de brim, je ne vais pas, vous voyez ici, brim, je vais le désactiver, je ne veux pas de brim. J'ai laissé l'interface en anglais parce que je l'ai essayé en français, mais c'est une traduction digne de Google Traduction, c'est pas toujours cohérent, il y a des problèmes de caractères dus à la programmation de l'interface, donc il y a des caractères qui s'affichent pas complètement, enfin voilà. Je vais rester en anglais. Si vous êtes absolument anglophobe, vous savez largement vous débrouiller avec l'interface en français, mais voilà, moi je préfère comme ça. Regardons vite fait les paramètres, donc une hauteur de couche de 0,2, je ne touche à rien. Alors la couture ici, il propose une couture alignée, bon, je vais pas me casser la tête par rapport à cet objet, je vais laisser ça. Pas d'ironing, donc ironing c'est un procédé par lequel on repasse avec la buse un petit peu comme un fer à repasser pour lisser
les parties supérieures. On pourrait déterminer toutes les surfaces supérieures ou seulement la surface supérieure la plus haute. Vous voyez la différence par exemple, c'est si on dit toutes les surfaces supérieures, il fera ici tout le dessus, alors qu'avec seulement la surface supérieure la plus haute, il fera juste le dessus du crochet, ou alors toutes les surfaces solides, enfin toutes les couches solides. Bon, on va laisser comme c'est là ici. Donc je ne touche à rien, je veux vraiment tester aussi les paramètres standards. Alors au niveau de la vitesse, on pourrait aller plus loin. Là, je vais déjà, donc il fait les murs extérieurs à 200 mm/s, les murs intérieurs à 300 mm/s, l'infill à 270, enfin entre 250 et 270, la surface supérieure à 2. On est déjà sur une bonne grande vitesse. Vous voyez, il adapte aussi la vitesse pour les surplombs, ce qui permet d'éventuellement éviter de devoir mettre des supports, parce qu'il fait les surplombs de manière très délicate. Des supports ici, a priori il en faut pas des masses, hein. Il devrait pouvoir imprimer même ici des trucs sans support, mais je vais mettre le support de type arbre, ça me créera certainement un tout petit arbre là. C'est pas fondamentalement nécessaire, mais voilà, je vais le faire. Pas de raft, le support, c'est le filament par défaut. Je pourrais avoir vous voyez, je pourrais choisir une autre bobine de filament si j'utilise du PVA, donc du filament qui est soluble dans l'eau, ou alors le filament que je n'ai pas encore testé ici, le support W. Je ne sais pas quelles sont ses particularités. Mais donc voilà, et alors ici, dans les paramètres, par défaut, il propose de mettre un brim automatique, ça veut dire qu'il va mesurer lui-même s'il a besoin d'un brim. Ici, je l'ai désactivé. Alors une Prime Tower, c'est marqué Enable. Ça n'est utilisé que quand on fait plusieurs couleurs. Donc il va créer une tour progressivement pour bien purger la buse de la couleur précédente. Et donc voilà, le slicing mode, je vais faire régulier, et la séquence d'impression, on pourrait imprimer par layer ou par objet. Mais ici je vais faire par layer parce que si je mets par objet, il faut plus d'espacement entre les objets. Et alors le timelapse, ça c'est intégré. On peut soit avoir un timelapse smooth, ça veut dire on ne voit pas la buse d'impression, soit avec la buse d'impression. Voilà, pour moi c'est parfait comme ça. Au niveau des paramètres, donc ce que je fais ici, c'est que je vais cliquer sur Slice. Pour que vous voyez la vitesse de Slice, voilà, je n'ai pas accéléré. Bon, alors les pièces sont pas ultra complexes et ils génèrent pas beaucoup d'arbres. Mais voilà la vitesse de Slice, on peut regarder un petit peu au niveau des lignes. Alors il n'a pas changé la couleur, hein. C'est la couleur des types de lignes. Donc les murs extérieurs sont en orange, les murs intérieurs sont en jaune. On ne voit pas beaucoup ici les murs intérieurs. La surface inférieure, et vous voyez, c'est bien décliné. On voit ça dans Cura aussi, hein, mais c'est bien décliné par type de ligne. Mais on pourrait choisir, par exemple, par type de filament. Ici, c'est le même filament tout le temps, donc voilà. Par vitesse d'impression. Donc on voit, il va pas avec ces modèles-là. C'est pas un modèle qui, bon, en même temps, vous voyez, il y a plein de petits détails. C'est pas un modèle qui va lui permettre d'aller au maximum de sa vitesse. Les hauteurs de couches sont assez uniformes, sauf pour les supports. Et alors, on a deux choix. Soit j'envoie directement à l'imprimante, si mon imprimante est prête pour l'impression. Soit, donc ça c'est print plate. Vous pouvez prévoir déjà plusieurs plateaux. Alors il suffit, on imprime, on change le plateau, on met l'autre plateau. Enfin voilà. Ça c'est dans un terme de productivité, c'est intéressant. Mais si vous faites send, il va envoyer à la carte SD qui n'est pas intégrée dans l'imprimante, mais il va l'envoyer à l'imprimante pour la stocker dans la carte SD. Donc ici je vais lancer print plate. Je vérifie que c'est bien avec ce filament que je veux imprimer. Donc je pourrais changer et me dire ah non finalement je préfère le faire en orange. Non, hein, ici je le veux en vert, donc je vais laisser en vert. 3h46 d'impression, c'est pas mal parce que on va faire le test après. Je vais regarder. On est à 3h46 d'impression ici en PLA avec les globalement mêmes paramètres sauf les paramètres liés à la vitesse. On va voir ce que ça donne dans Cura. Juste ici, si vous regardez le temps, on voit qu'on a 7 minutes de temps de préparation. C'est si on veut faire toute sa calibration et autres. Ici,
Vous voyez, on peut désactiver, qu'il ne fasse pas le bed leveling à chaque fois, qu'il ne fasse pas calibration du flux, qu'il n'utilise pas l'AMS. Ça, faut désactiver si vous avez directement votre bobine. Notamment dans le cas du TPU, il déconseille d'activer l'AMS. Et ben alors on décoche ça et on désactive l'AMS à l'arrière de la machine. Ici 3h46, 76 grammes de filament pour mes 10 petites choses. Je vais lui donner un nom pour que ce soit joli. On va mettre container vert, voilà. Et je l'envoie à l'imprimante. Ça a été envoyé, il va directement sur la page device et on a notre écran de contrôle. Alors, moi je trouve pas que la caméra embarquée de la Bambu Lab est exceptionnelle. Et une des causes, et je vais regarder un peu plus tard, c'est que la lampe LED intégrée à la machine n'est pas très puissante, elle est fort dimmée. Il y a un problème de luminosité pour la prise parce que normalement la caméra est une 1080p, on devrait avoir une plus belle couleur que celle-là. Nous voilà dans Cura, hein, juste pour faire la comparaison sur les 3h46 d'impression qu'il proposait. Je vais donc ici déjà l'agrandir à 150%, en ajouter 9 copies, et je vais essayer de mettre, donc on est dans la même hauteur de couche, avec le même infill. Les vitesses, je laisse mes vitesses d'impression standard sur ma Cobra. Moi j'imprime en général à 50 mm/s, et je lui dis aussi de générer une structure d'arbre et je ne veux pas de brim. Voilà, donc on est à peu près sur les mêmes paramètres. Et combien est-ce qu'il me dit de temps? 11h23. On a entre 3 et 4 fois plus de temps d'impression avec la Cobra Max qu'avec la Bambu Lab pour le même fichier. Comme on peut le voir, voilà, c'est imprimé. Donc ces petits cargos, c'est vraiment très très propre, hein. La couche inférieure est ultra lisse. Ça c'est grâce au plateau, mais les détails sont assez présents. Comme j'ai dit, je n'ai pas imprimé dans les détails les plus fins, c'est en 0,2 et pourtant c'est vraiment très très lisse. Alors j'avais entre temps imprimé d'autres choses, hein. C'est un petit cargo comme ça pour mon fils et vous pouvez voir toutes les impressions suivantes des mêmes petits cargos. Là, avec un PLA satin, donne bien. Alors ici, ce que je vais tester, c'est l'impression en multicouleur. Alors, en multicouleur en PLA. Donc pour ça, on va se servir d'un modèle que j'aime bien. C'est le Pampa, le cactus de Final Fantasy. Voilà, je trouve comme ça, je peux le tester en 3 couleurs et c'est des couleurs assez simples, hein, vous voyez, comme ça. Alors déjà, je vais l'agrandir à la taille maximum d'impression du plateau. C'est 256 sur 256 sur 256. Je vais donner une petite marche et je vais dire 250 en hauteur. Voilà. Alors comment est-ce que on procède? On a ici le petit onglet Color Painting. Et en fait, on va peindre dans la couleur des filaments qu'on veut utiliser. On a différentes options pour ça. Par exemple, ici, le noir. Je pourrais commencer à peindre comme ça. C'est pas très pratique. Alors, on va utiliser le fil avec les edge detection. Ça veut dire que il va remplir et il va détecter les bords. Si on fait comme ça, ça marche pas. Vous voyez? Donc, on va diminuer ici un petit peu la taille jusqu'à ce qu'on se dise, tiens, il détecte bien. Voilà, regardez, hop. Là, on est déjà dans quelque chose de bien. Alors, on va finir un peu. Voilà, on va lui dire, fais ça en noir et puis fais ça ici, le socle. Hop. Je veux que tu fasses ce socle, voilà, en gris. Alors après, on va retravailler un peu le noir comme ça ici. Bon, je le fais assez vite fait, hein. Il faudrait être beaucoup plus précis ou travailler, voilà, plus précisément sur les edges, mais voilà. Et comme ça, vous pouvez mettre en couleur, en fait, n'importe quel fichier. Il faut pas que votre fichier soit prévu, entre guillemets, pour être en multicouleur. Donc voilà, je vais vouloir l'imprimer comme ça. Les paramètres, je vais prendre les paramètres par défaut, comme la première impression PLA qui avait bien fonctionné. Donc je ne vais pas changer. Je vais lui demander de mettre des supports quand même.
C'est possible qu'il arrive à imprimer sans support, mais voilà, là je vais tester avec des supports et je clique sur Slice. Et donc vous voyez ici, alors il est occupé de générer. Là il me dit ma Prime Tower est trop proche, donc il faudra la déplacer. Donc on va faire, c'est retourner dans Prepare et venir déplacer la Prime Tower. Là il est toujours occupé avec le Slice, hein. J'ai pu déplacer en cours. Et donc voilà ce que ça donne avec les supports, hein. Donc il va générer une Prime Tower comme ça. Alors c'est marrant de voir que, et c'est logique, hein, mais vu qu'il imprime couche par couche, mais c'est amusant de voir les supports en multicouleurs comme ça, avec ici où il imprime du noir, du vert, du noir, du vert, du noir, du vert. Et donc a priori, il va me l'imprimer comme ça, je n'aurai qu'à retirer les supports de type arbre, et j'aurai mon Pompa tout fait sans nécessiter une peinture supplémentaire après. Alors est-ce que la Bambu Lab tient ses promesses? Eh ben, on le voit tout de suite. Donc voilà, vous avez pu le voir sur le timelapse, ça s'est quand même bien imprimé. Je n'ai pas retiré le petit stringing qu'il y avait, vous voyez, au niveau de sa crête par exemple. C'est quand même extrêmement faible comme stringing. Pour le reste, les couleurs se sont bien imprimées. Le seul petit défaut que je pourrais noter, c'est au niveau des arbres, c'était un petit peu dur à le retirer vers le bas. Et donc, c'est pas très net à ce niveau-là, faut un petit peu poncer. C'est dommage, mais ça c'est une question de réglage, c'est juste que j'ai décidé d'imprimer comme ça par défaut. Alors maintenant, troisième test de matériel, je vais imprimer du PACF, donc de la fibre de carbone. Donc ici, j'ai dû changer la buse par la buse 06, c'est ce qui est recommandé parce que comme la fibre de carbone est assez granuleuse, elle peut abîmer la buse. Voilà, donc ici, j'ai décidé de faire un petit bol à thé. J'ai mis une bobine, alors c'est une bobine de la marque Bambu, donc la puce RFID le détecte. Et je vais laisser les paramètres par défaut. Alors, on ne peut pas imprimer avec le plateau de base, hein, c'est pas la cool plate, mais il faut mettre la engineering plate. Donc ça, dans le type de bed, on le choisit bien. Pour le reste, je ne vais pas changer grand chose. Voilà, je laisse tous les paramètres par défaut. Et sauf peut-être, voilà, la position de la couture, je vais mettre random histoire que ça ne fasse pas une grosse ligne. Et je vais slicer. Donc voilà le résultat de mon slice. Alors finalement, je trouve quand même que les coutures un petit peu partout, c'est peut-être pas terrible. Donc je vais quand même rechanger la position de la couture. Voilà. Et on va voir. Non, là, ça va être moche aussi. Donc vous voyez, ici c'est pas mal, hein, ça vous permet de voir un petit peu comment placer les coutures. Ici, une ligne, bon, allez, on va garder cette ligne-là. On va se dire que ça va être la bonne pour le test. On voit tout de suite ce que ça donne. Bon alors voilà, là encore une fois, pour ce troisième test, ça s'est imprimé du premier coup avec les paramètres par défaut, sans trop me casser la tête. Et le résultat est très très propre. Alors peut-être pas au niveau des surplombs en dessous, donc il y aura un petit peu d'affinage à avoir dans les réglages pour les supports, mais pour un premier coup, c'est quand même vraiment très encourageant. Alors maintenant, je vais essayer d'imprimer de l'ABS. L'ABS est une matière nocive qui doit donc être imprimée dans un caisson fermé, ce qui est le cas avec la Bambu Lab, et qui nécessite une aération de la pièce. Voilà, je le préviens pour votre sécurité, si vous voulez, essayez vous-même également. Alors, j'utilise de l'ABS de la marque Bambu. Dans le cadre de cette vidéo, je le ferai pas, je ferai peut-être plus tard, essayer avec de l'ABS d'une autre marque. L'avantage maintenant d'avoir essayé avec l'ABS Bambu, c'est que a priori, avec la puce RFID, il va trouver comme ça, tout seul, tous les paramètres qu'il faut. Alors, pour tester l'ABS, je vais imprimer une bobine réutilisable dans laquelle on va pouvoir fixer les bobines qu'on peut acheter chez Bambu. Parce que chez Bambu, les bobines sont sur une espèce de petit support en carton et on vient clipser les bobines réutilisables dedans. Ici, il s'agit de la partie inférieure. Je ferai également un autre plateau avec la partie supérieure. Vous voyez, on peut
on peut prévoir plusieurs plateaux. On peut voilà, planifier nos plateaux et alors au moment où on a terminé l'impression du premier plateau, on retire la pièce du plateau où on a un autre plateau avec soi et paf, on passe directement à la deuxième impression, l'impression de la deuxième pièce. Et je vais venir sur mon second plateau mettre mon autre pièce. Alors au niveau du plateau, je vais prendre l'Engineering Plate. Ici, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sur la Bamboulab, vous avez un plateau qui est magnétique et alors vous avez une surface sur laquelle il n'y a pas de stickers qui est l'Engineering Plate et une autre surface à l'arrière où il y a un sticker adhésif qui est appelé Cool Plate. Sur le sticker Cool Plate, il est écrit ABS. Si je choisis la Cool Plate, il me dit la Cool Plate ne supporte pas le filament ABS. Donc je ne comprends pas. Voilà. Donc je vais prendre l'Engineering Plate. Voilà, si on regarde un petit peu les paramètres de l'ABS, on voit qu'avec l'Engineering Plate, il fait la première couche à 90 degrés et les autres couches à 90 degrés. C'est ce qu'il propose par défaut, donc je ne vais rien changer puisque l'idée ici c'est de tester ce qu'il propose par défaut. Et pour le reste, la seule chose que je mets c'est des supports parce qu'il y a des surplombs et je vais laisser le brim automatique et on va slicer tout ça. Donc voilà à quoi ressemble ma pièce. Alors ici vous voyez le brim est au-dessus de ceci. Ceci en fait c'est les lignes qu'il imprime pour tester le flux d'extrusion. Au moment de l'impression je vais lui demander de ne pas le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Et donc vous voyez il a mis quelques supports de type arbre. Ceci c'est le premier plateau. Ceci c'est le second. Pour le premier plateau, j'en ai pour 57 grammes et 3h18. Pour le second plateau, j'en ai pour 62 grammes et 3h19. Alors une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire de l'ABS aussi, c'est que il y a la fonction séchage de filament qui est une espèce de four. Il est recommandé que la bobine soit dans un matériau solide comme de l'ABS et résistant à la chaleur surtout pour pouvoir être optimal par rapport à ça, risquer des petites déformations liées à la chaleur de la bobine tout simplement. Alors vous voyez ici, je vais lui faire un bed leveling mais je vais pas faire le flow calibration. Et il peut faire le time-lapse. Je vérifie que c'est bien l'ABS qui est utilisé et je l'envoie. Alors voilà, mon tout premier test d'impression d'ABS, là encore c'est réussi du premier coup. J'avoue qu'avec d'autres imprimantes, des boîtiers pas forcément fermés ou pas forcément bien fermés, j'ai toujours eu un peu de galère où c'était pas forcément propre. Et ici, voilà, vous voyez comme moi, c'est... Attendez, je fais la mise au point, voilà, c'est nickel, hein, ça fonctionne vraiment parfaitement. Donc je suis assez épaté par le résultat. Alors voilà, maintenant j'ai imprimé les deux parties de ma bobine, c'est de l'ABS, on va voir si d'un point de vue technique il fonctionne aussi, hein, c'est censé s'emboîter et se clipser et voilà, ça fonctionne du premier coup, c'est nickel, c'est solide, je suis vraiment épaté, pour imprimer de l'ABS, c'est vraiment parfait et extrêmement facilement. Alors pour mon dernier test, je vais imprimer quelque chose de flexible avec du TPU. Mon TPU c'est un TPU Sunlu. J'ai juste rajouté le filament dans ma liste des filaments dans mes paramètres d'utilisateur. Et voilà, donc j'importe le modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse. Et je garde les paramètres par défaut à l'exception des supports où je vais quand même mettre quelques supports. Alors voilà, je vais slicer et après le slice, voilà, j'en ai pour 1h40 d'impression. Alors, le TPU ne s'imprime pas vite. Alors, je n'ai pas de timelapse à vous montrer parce que j'ai oublié d'activer la fonction timelapse au moment de l'impression. Mais voilà le résultat. Alors, c'est le moins beau résultat que j'ai jusque maintenant, mais il s'est imprimé. Bon, il y a pas mal de stringing. Je pourrais un petit peu faire quelques réglages au niveau de la température. Mais voilà, une fois retiré du plateau, le résultat est propre et exploitable. Alors à l'arrière, c'est un petit peu sale, il y a les traces des impressions précédentes.
Voilà, ça c'est peut-être un petit peu à vérifier également. Mais le résultat est exploitable, ça a fonctionné. Donc là pour le TPU, il y a un peu de réglage, mais c'est aussi un filament qui n'est pas facile à imprimer. Alors encore une fonctionnalité que je voulais vous montrer, que je trouve vraiment bien pratique et bien pensée dans la machine, c'est qu'elle peut servir de four à sécher le filament. Alors comment est-ce qu'il faut faire? Alors dans le menu paramètres, donc la petite icône de réglage, vous allez sur Utilities et vous cliquez simplement sur Dry Filament. Alors là vous choisissez le matériau, la température de séchage, la durée de séchage. Ensuite vous mettez la bobine à l'intérieur de la machine, tout simplement, et vous appuyez Start, et voilà. Alors avant de passer à la conclusion de cette déjà très longue vidéo, je voulais vous présenter quelques améliorations à imprimer que j'ai imprimé et mis sur la machine. Alors là, dans un filament aluminium blanc, pour respecter un peu le code couleur de la machine, ici un petit support qui vient se poser simplement au-dessus de la machine et qui est parfaitement adapté à l'AMS. Alors tous les liens seront en description pour retrouver les fichiers STL à imprimer. Mais voilà, ce support d'outils est déjà une première amélioration que je trouve intéressante à faire. Alors une seconde amélioration est à placer dans l'AMS, c'est un petit support pour pouvoir fixer un hygromètre. Vous voyez, comme ça, il rentre parfaitement entre deux bobines et il permet tout simplement de mettre ce petit appareil qui permettra de mesurer l'humidité et la température. Alors une troisième amélioration indispensable est ce petit bac pour récolter les déchets qui sont éjectés par le système d'évacuation des petits filaments qui sont découpés dans la Bambu Lab. Alors vous en aurez beaucoup quand vous ferez du multicouleur. Ici je n'ai pas montré dans la vidéo, mais j'avais pas mal de multicouleurs. Alors ce fichier là est pratique parce qu'il s'attache comme ça en dessous sans déstabiliser l'imprimante. Il va directement dans des petites rainures sous les pieds de l'imprimante et permet comme ça de tenir facilement la petite cuve, et après vous pouvez la vider sans problème. Alors ma quatrième amélioration, c'est un petit clip comme ça qu'on va pouvoir fixer en dessous de l'écran afin de pouvoir utiliser ce genre de petit appareil qui permet de convertir une carte, qui permet d'utiliser une carte SD à la place d'une carte micro SD. Alors moi je préfère parce que c'est plus facile à manipuler. Et les cartes SD, j'en ai pas de grande capacité chez moi. Alors voilà, une fois imprimé et clipsé, ça donne à peu près ce genre de choses. Alors ça bouge un petit peu, donc il y a moyen d'améliorer les choses en mettant du double face. Alors voilà, moi j'en ai mis à 2 points, du double face, et je vais maintenant pouvoir reclipser. Donc maintenant, une fois que c'est clipsé, vous voyez, ça tient vraiment sans aucun problème. Alors je remets l'écran et je vais pouvoir mettre ce genre de carte SD maintenant, une 128 Go. Je l'ai mis, je teste, je reformate la carte et voilà, maintenant à la place de la carte, donc il fait le formatage. Et voilà, à la place de la carte 32 Go, j'ai maintenant une carte 128 Go. Alors on perd toujours un peu en capacité, donc il affiche 119, mais ça fonctionne. Alors quelle conclusion à tirer pour cette Bambu Lab? Pour moi c'est une conclusion sans appel, cette machine est géniale. Je n'ai jamais, je l'avais dit dans l'introduction, je crois que je n'ai jamais été aussi content d'avoir dépensé autant d'argent pour un petit joujou pour moi. Et ça va au-delà du joujou, j'envisage à l'avenir à peut-être envisager d'avoir une activité un petit peu de production complémentaire. Et cette machine sera pour moi vraiment extraordinaire. Le PLA s'imprime extrêmement vite. Et les autres matériaux s'impriment probablement moins vite puisqu'il y a une limite aux matériaux, mais s'impriment sans aucun problème du premier coup. Alors je ne suis pas le plus doué des utilisateurs d'impression 3D, il y a certainement des génies pour ça, mais je suis pas non plus le plus nul, et j'ai pourtant eu des difficultés par le passé à imprimer du TPU, de l'ABS, du PACF, j'avais même jamais osé essayer. Et ici, tout s'est imprimé du premier coup sans aucun problème. Alors évidemment, il y a des améliorations possibles. Si vous utilisez les paramètres standards, vous verrez, par exemple sur le PACF, les surplombs, j'étais pas content. Donc je vais certainement affiner les réglages. Mais de base, la question, est-ce que si
je suis un peu pas trop doué, mais j'ai des besoins de productivité, j'installe le filament, je choisis le bon paramètre et j'appuie sur Start. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Ben, la réponse est oui. En tout cas, c'est l'expérience que moi j'en ai jusque maintenant. Alors, quels sont les points que je trouve un petit peu négatifs? Premièrement, alors j'ai oublié de filmer au moment où le montrer, mais le gaspillage de matériaux. Bon, c'est connu, avec les systèmes multicouleurs, on gaspille beaucoup de matériaux. C'est nécessaire pour la qualité, parce qu'il purge la buse, il la nettoie, il fait tomber du filament pour éviter qu'il y ait un mélange de couleurs. Donc le gaspillage du matériau est un vrai problème en soi. L'impression en multicouleur donne des résultats qui sont vraiment sympathiques et qui rendent les choses très très faciles pour le post-traitement après, mais vous allez gaspiller du filament. Alors un autre défaut pour moi, c'est la manière dont il faut s'y prendre pour remplacer la buse. Enfin, défaut, en tout cas difficulté, quelque chose qui est moins pratique. Donc la buse, c'est un système tout en un qui donc on peut pas juste remplacer une buse comme on peut en avoir l'habitude sur les imprimantes standards. C'est un système qui est attaché, sur lequel est attaché lui-même le petit ventilateur. Alors il est possible de remplacer juste le corps de chauffe et le petit et la buse en détachant le ventilateur, mais alors il faut quand même retirer une pièce métallique pour retirer le thermistor et puis remettre de la pâte thermique. Enfin, c'est quelque chose qui est pas très propre, qui est assez complexe. Alors il est possible d'acheter la buse, mais c'est plus cher alors. Au lieu d'être à 9 € la buse, on est à 30 €. Un système avec déjà le ventilateur et le thermistor qui est déjà fixé. Et alors on n'a qu'à dévisser et revisser. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même plus difficile que sur les autres imprimantes, c'est le changement de buse. Après, vous changez pas la buse toutes les 2 minutes. A priori, ici je l'ai changé pour pouvoir imprimer du carbone, mais a priori je vais rester sur du 0,4 et pas changer la buse, sauf si à l'usage je me rendrai compte que la buse se bouge vite ou s'use vite. Mais en plus ici, avec l'édition que j'ai prise, c'est une buse renforcée, donc a priori ça ne devrait pas être le cas. Alors troisième point à voir, c'est le prix. Bon, je dis que j'étais content d'avoir dépensé ce prix-là, c'est quand même un prix important et notamment les accessoires. La machine en elle-même vaut le prix, les accessoires probablement aussi, mais c'est important à savoir. Quand vous voulez changer une buse, elle coûte sur le site, parce que je n'ai pas trouvé ça sur Amazon ou autre, donc sur le site officiel, ça coûte 9 € hors TVA, donc on est plutôt aux alentours de 12-13 € pour une buse, ou 30-35 € si vous prenez un système de buse complet avec le ventilateur et que vous ne voulez pas faire de bricolage. Une feuille pour remplacer le plateau magnétique, c'est quand même un certain coût aussi. Donc on est sur un système propriétaire avec des matériaux propriétaires et des pièces détachées propriétaires qui ont un certain coût. Il faut le savoir. Enfin, quatrième point de défaut pour moi, ou en tout cas d'inconvénient, c'est le système de bobines dans l'AMS. Le système ne fonctionne pas bien avec des bobines de type carton. Et moi, j'utilise beaucoup de bobines de type carton. Déjà pour une conscience écologique, ensuite parce que les marques avec lesquelles j'aime bien travailler maintenant passent de plus en plus dans des bobines de type carton et le roulement se fait pas bien. Alors il est possible d'imprimer, vous l'avez vu dans la vidéo en ABS, des systèmes de bobines dans laquelle on va clipser l'intérieur, le rond intérieur du carton, ou alors dérouler la bobine et la re-enrouler sur ce genre de truc, ou alors imprimer une espèce de truc en plastique qu'on va mettre sur le côté de la bobine carton pour aider à ce que ça défile bien dans l'AMS. J'ai testé et l'AMS se fermait pas aussi bien, enfin c'est pas prévu pour des bobines carton. Alors des bobines de marque tiers en plastique, je n'ai eu aucun problème, j'ai testé, il n'y a pas eu de souci. Les bobines carton, c'était quand même un peu plus compliqué. Donc voilà, ça pour moi c'est un point qui est dommage. Alors là ici on parle de la machine. Il y a au niveau du logiciel, pour moi le logiciel est super bien. Il est basé sur Prusa Slicer et on y retrouve toute l'ADN avec des fonctionnalités qui vont au-delà et qui sont très adaptées à la Bamboo Lab. On voit que les ingénieurs ont vraiment essayé de travailler le logiciel en même temps
que le matériel, et c'est vraiment très efficace et très agréable, ainsi que l'envoi des fichiers par Wi-Fi, et voilà. Alors conclusion, est-ce qu'elle tient ses promesses? Oui, elle tient ses promesses, vraiment. Pour une société qui en est presque à leur première imprimante, c'était leur première imprimante, ils ont maintenant sorti la P1P qui est une version light, si on veut, de cette Bambu Lab Carbon X1. Ils font vraiment, c'est des game changers. Ils arrivent avec une nouvelle proposition qui bouscule un petit peu les codes de l'impression 3D, qui a un coût, c'est certain, mais qui apporte vraiment une solution tout en main, qui est facile d'utilisation. La machine en elle-même est belle, alors on est sensible ou on n'est pas sensible à ça, mais moi, je suis assez content. Petit bémol, c'est la taille, 256 sur 256 sur 256, c'est une taille correcte. Mais j'ai pris l'habitude avec ma Cobra Max d'imprimer dans des plus grandes tailles, alors peut-être qu'il y aurait une nouvelle version avec une plus grande taille, mais le prix sera certainement à la hauteur de la taille, mais bon, on a rien sans rien. Voilà, je pense que pour mes conclusions, j'ai un petit peu fait le tour. Globalement, pour moi, l'expérience est très très bonne. Je pense vraiment pas que vous serez déçus si vous avez les moyens et si vous décidez d'acheter ça. Je ne sais pas si c'est vraiment une imprimante pour un grand débutant, parce que oui, c'est une imprimante pour un grand débutant, parce qu'elle va simplifier la vie et corriger la plupart des erreurs que le grand débutant peut faire. Mais le grand débutant n'a pas plus de 1600 à mettre dans une imprimante. Donc voilà, c'est un petit peu ma conclusion. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce, à partager cette vidéo, à faire des commentaires, à m'aider à faire fonctionner la chaîne. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.